Les amis, aujourd'hui je me trouve chez Lucie, accompagnée d'Étienne. Lucie qui a la ferme du Frêne et Étienne qui a le GAEC des Lilas. Mais bon, tu es le seul représentant dans cette vidéo, mais on verra certainement tes associés tout à l'heure et les salariés qui travaillent avec toi. Comment allez-vous déjà? Très bien, super. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites l'un et l'autre et pourquoi vous travaillez ensemble? Même si, très honnêtement, ça va être assez simple de comprendre la corrélation. En fait, on travaille ensemble depuis peu de temps. Ça fait seulement 6 mois que je vais chercher le lait chez Étienne. On fait du fromage ici. Précédemment, j'avais mes vaches sur la ferme. Et pour moi, c'était un petit peu compliqué de faire le travail à la traite, les vaches, l'élevage et le fromage. Donc j'ai trouvé une ferme voisine avec Étienne et Mathieu, dans laquelle je vais chercher le lait plusieurs fois par semaine avec mon apprenti Katie, qui est aussi à la fromagerie. Et donc du coup, toi, tu avais 30 vaches? Ouais, que tu as toujours, mais c'est plus toi qui t'en occupe. C'est Étienne qui s'en occupait, Mathieu. Ouais. C'est un gros soulagement du coup pour toi? Oui, bon, c'est compliqué parce qu'il y a eu une histoire de vie un peu pénible derrière, dans le sens où moi je me suis installée en 2018 ici, sur la ferme familiale de mes parents. Ça fait 5 ans du coup que je suis installée. Mes parents sont là depuis toujours, mes grands-parents depuis toujours. Ça fait 5 générations qu'on est sur la ferme. Et j'avais prévu d'avoir un troupeau de vaches, une fromagerie, et puis j'étais avec mon compagnon. Et on a eu une petite fille, et je me suis retrouvée toute seule avec ma petite fille. Voilà. Donc c'était très compliqué d'avoir ma petite fille, la fromagerie, les vaches, et voilà, toute la ferme en étant toute seule. Bien sûr. Et toi du coup, Étienne? Moi je me suis installé il y a 10 ans en fait, donc sur la ferme familiale aussi, avec mes parents. Donc mon père, ma mère et puis donc mon frère aussi. On était 4 à ce moment-là. Au bout de 5 ans d'installation, on a réfléchi à passer en bio. Donc on a des vaches laitières, nous. On fait que ça d'ailleurs, que du lait. Et donc on a réfléchi à élever les vaches que à l'herbe, parce qu'on trouvait que c'était nettement mieux. Et du coup, on a construit un séchoir à foin pour nourrir les vaches que à l'herbe pâturée et au foin. On est passé en bio en même temps. Et donc ça, c'était il y a 5 ans. Un jour, Lucie m'a appelé. En fait, elle cherchait à visiter le séchoir qu'on avait chez nous, parce que c'est pas très répandu dans la région. Donc elle savait qu'on avait un séchoir. Donc elle est venue visiter le séchoir. On ne se connaissait pas du tout à ce moment-là. Donc ça, c'était vous habitiez dans la même ville, vous avez tous les deux des parents agriculteurs. On était dans le même collège. Même collège? Ah et oui, vous ne connaissiez pas? Si, on s'est croisés, mais bon, elle était en 5e comme moi j'étais en 6e, donc J'ignorais les... on se parlait pas, quoi. On se parlait pas. T'as fait les armes à la grande, quoi. En fait, moi je crois que je me rappelais de toi, mais toi tu te rappelais pas de moi ou un truc comme c'est ça. ça. Donc on se connaissait pas tellement. Je savais qu'elle était là parce qu'en tant que ferme bio, on se connaît un petit peu, enfin on connaît les noms de ceux Au moins qui sont par les en réseaux, bio. ouais. Ouais. Donc un jour elle m'a appelé, elle voulait visiter le séchoir. Donc elle m'a parlé qu'elle souhaitait en fait arrêter la production de lait et puis trouver une ferme pour acheter du lait bio. Et si possible sans ensilage, donc qu'avec du foin. Donc dans le secteur... Autant dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ah oui. Ouais. Et puis on a discuté un peu plus du partenariat qu'on pourrait mettre en place. 1 an après, le partenariat s'est mis en place et du coup les vaches sont arrivées chez moi. Donc Lucie récupère maintenant le lait pendant la traite, du lait chaud, qu'elle met dans la cuve et elle repart avec le lait. Donc, puis en échange, en fait, on s'occupe de faire le foin dans ces prairies et puis de faire pâturer des vaches, quoi. Et on récupère les vaches qui sont plus traites, et on élève des génisses aussi. Enfin, du coup, sur les terres de la ferme qui sont plus utilisées par mes vaches laitières. Plusieurs questions. Déjà, toi, est-ce que tu es la première de la famille d'agriculteurs dont tu es issu à faire du fromage ou est-ce qu'ils en faisaient avant? Et la seconde question, pourquoi tu as voulu avoir du lait qui était fait par des vaches qui n'étaient pas nourries à l'ensilage? Aussi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'ensilage? Oui. Je suis la première de la famille, effectivement, à faire du fromage. Mes grands-parents faisaient du fromage de chèvre pour l'autoconsommation, en fait, à la ferme. Ils avaient une ferme rustique, vivrière, des années 1900, avec cochons, vaches, chevaux et puis chèvres. Voilà. Et en fait, moi, j'ai voulu faire du fromage, surtout aussi pour rencontrer les habitants d'ici, aller jusqu'au bout du travail qui est fait dans une ferme aussi. Enfin, pouvoir s'ouvrir aussi à l'extérieur, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis oui, clairement rencontrer les clients. C'était ça l'objectif. Et la recherche de lait bio avec du foin, principalement en alimentation pour les vaches, c'était très très important pour moi parce qu'il y a que cette solution-là pour avoir une qualité de fromage
assez exceptionnel derrière. Enfin, même dans les AOP, il y a beaucoup d'AOP où ils travaillent majoritairement en foin, en tout cas sur les zones AOP comté et autres. C'est vraiment très réputé les séchoirs en grange et c'est une solution de montagne pour conserver les aliments. Et la différence entre un lait de foin et un lait en silage, c'est clairement les qualités nutritives aussi, les goûts qui se développent différemment. Sur une qualité fromagère à l'ensilage, on a plus de facilité à avoir des goûts plus acides et plus gênants en tout cas en bouche et une propreté alimentaire qui est complètement différente. Il y a plus de risques pathogènes sur une alimentation fermentée. L'ensilage, c'est principalement de l'ensilage de maïs qui est utilisé en élevage bovin laitier. Donc, est-ce que tu peux expliquer justement ce que c'est que le principe de l'ensilage? C'est donc du maïs cultivé que l'on broie pour le mettre dans un silo, pour le conserver tout l'hiver. Et c'est une alimentation qui est fermentée en fait. Ouais, on le tasse et on le met sous une bâche, le maïs, pour qu'il fermente ensuite. Si vous faites attention quand vous baladez près des fermes, parfois vous voyez des grosses bâches en plastique près de l'exploitation avec souvent des pneus dessus pour tenir la bâche. Et ben en fait en dessous c'est de la bouffe qui fermente. Voilà. C'est pas mauvais pour l'animal, je pense que c'est pour la qualité de lait que c'est problématique. Enfin, en tout cas quand on veut faire du fromage quoi, et quand on veut le manger après. Voilà. Ouais, on sent vraiment la différence sur le produit fini avec ce que mange la vache. Ouais. La régularité aussi, je pense. Ouais. La régularité de la production de fromage. Ouais. Ah, puis l'intérêt écologique aussi. Ça m'a paru complètement logique d'avoir des animaux au champ qui pâturent eux-mêmes leur nourriture plutôt que d'avoir un stock. Certes, c'est utile parce que c'est un stock sur l'année, ou distribuable l'hiver plus facilement. Mais l'alimentation au champ avec des vaches qui sortent, manger de l'herbe, c'est quand même bien plus intéressant. Donc tous les deux issus du monde agricole, est-ce que vous avez fait d'autres choses avant ou pas? Ou vous avez fait grandir à la ferme? Moi c'est assez simple. En fait, donc, je suis né sur la ferme familiale et mes grands-parents étaient agriculteurs sur cette ferme-là. Donc ensuite c'est mes parents qui ont repris la ferme. Moi je suis né sur cette ferme et du coup depuis tout petit j'ai commencé à élever d'abord des petites cailles, après des poules naines, puis après des plus grosses poules, des lapins, des pintades, un peu de tout quoi. Donc finalement j'étais peut-être fait pour l'élevage. Et puis par contre à ce moment-là quand j'étais dans les poules je m'intéressais pas tellement aux vaches. Et puis après la troisième j'ai fait BEP agricole. Et là, on avait des stages, et en stage, j'ai été chez des gens qui étaient extrêmement passionnés de vaches. Ils avaient un tout petit troupeau, 25 vaches, mais très très bien élevées, et du coup, ça m'a donné la passion de l'élevage des vaches, en fait. Et puis à partir de ce stage-là, en fait, j'ai commencé à me dire que ce serait des vaches, et ça tombait bien, puisque mes parents avaient des vaches laitières, ça tombait bien. Et du coup... Mais attends, comment t'expliques que t'es grandi parmi les vaches et qu'il a fallu attendre ton stage pour aimer les vaches? Mais des fois, on met des œillères un peu sur le travail de nos parents aussi. Ah ouais? Je sais pas vraiment, mais je pense qu'au début, en fait, j'étais attiré par les poules parce que je faisais ça quand j'avais 10-12 ans. Donc c'était à ma portée, à ma taille, je pouvais Puis une envie m'en de occuper. se démarquer aussi. De faire ton élevage, ton propre élevage. Peut-être, c'était à moi, donc du coup, c'était mon élevage à moi, donc j'étais attiré par ça. Et puis quand j'ai vu que de toute façon un jour mes parents partiraient en retraite, je me suis dit pourquoi ce ne serait pas les vaches finalement. Puis ce stage-là m'a ouvert les yeux sur l'élevage des vaches. Puis après j'en ai fait d'autres stages chez des gens qui étaient passionnés par la génétique surtout parce que ça me plaît beaucoup. Après j'ai fait mon bac agricole, et j'ai fait mon BTS agricole tout en continuant les stages en agriculture. Et puis suite au BTS j'ai fait un apprentissage, donc un certificat de spécialisation en production laitière. Donc ça devenait vraiment très précis l'objectif. Et puis après ça, j'ai fait 1 an de salariat, puis je me suis installé à 24 ans du coup sur la ferme familiale. Et 1 an de salariat à l'extérieur? Ouais, c'est ça, ouais, à l'extérieur. Ok. Et toi Lucie? À l'origine, j'étais pas du tout partie pour reprendre la ferme de mes parents. Ok. Je fais des études de langue, j'ai fait une fac de langue. Et je suis partie à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs années. Je me suis pas mal cherchée sur quoi faire exactement. Et mes parents m'ont dit bon, on part à la retraite, tu fais quoi? Alors je fais quoi? Là je suis pas là, je suis en Australie, je fais des travaux agricoles, certes, j'étais en train de ramasser des fruits, des salades, voilà, c'était très bien. Et en rentrant en France, je me suis dit ouais, pourquoi pas la ferme? Alors on va monter une méga jardinerie, je me suis dit au début, donc allez, pourquoi pas? Je sais pas, je cherchais quelque chose qui pouvait me plaire, donc les fleurs,
les plantes en pot, tout ça. Donc ça me branchait pas mal. Faire des cultures de fleurs, pourquoi pas. Bon, j'ai vu tout de suite que ça ne marcherait pas, alors j'ai fait un peu d'expérience en jardinerie, c'était pas mal. Puis je suis repartie en Nouvelle-Zélande en me disant quand même, il y a peut-être d'autres choses à faire, qu'est-ce qu'on peut réfléchir autrement, pourquoi est-ce que j'ai vraiment raison ou tort d'enlever les vaches de la ferme, sachant qu'elles sont là depuis plusieurs générations. Est-ce que des hectares de fleurs c'est bien, mais est-ce que ça nourrit vraiment le monde? Bah je sais pas, je suis pas sûre. Est-ce que vraiment les questions étaient ça a mis du temps à se mettre en place. Et une fois arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré des gens qui sortaient un peu complètement du système classique avec 1000 vaches ou 1500 vaches en Nouvelle-Zélande avec des traites H24. Je me suis dit, tiens, on peut faire de l'élevage laitier comme ça, bon, pourquoi pas. Allons voir. Et c'était des personnes super intéressantes qui faisaient justement leur propre ferme, petite ferme à taille très petite en tout cas, avec du maraîchage et un élevage de vaches. Alors il y avait quelques vaches et ils faisaient du fromage. Voilà. Et là, il y a eu un petit déclic en me disant mais oui, je vais faire du fromage aux frênes, pourquoi pas. Et puis là tout l'apprentissage est reparti. J'ai repris un BPREA. Avec Maxime que j'ai rencontré justement, il s'est installé en même temps que moi, lui en maraîchage. On s'est installé en 2018 ensemble sur la ferme, enfin lui sur sa propre ferme d'1 hectare en fait, sur sa petite surface d'1 hectare. Et moi avec les vaches et la fromagerie, très rapidement derrière. Voilà. Donc c'est là où je commençais un peu le milieu agricole. Même si j'ai grandi avec mes parents en tant que fille d'agriculteur, ils m'ont jamais vraiment encouragée à reprendre en tout cas. Ah oui. Non, je pense qu'ils connaissaient la difficulté du travail. Et toutes les contraintes. Je crois qu'arriver en bout de carrière pour eux c'était très, très compliqué d'avoir passé toutes leurs années de vie avec cette charge aussi en couple. Donc ça veut dire que il y en a pas un qui peut remplacer l'autre. S'ils sont ensemble tout le temps depuis. Aujourd'hui ils peuvent toujours pas sortir l'un sans l'autre, hein, mais ouais, je pense que la fin de carrière pour eux c'était suffisant, quoi. L'élevage, ils en avaient un peu ras-le-bol. Ok. Donc oui, ils m'ont jamais encouragée à reprendre en tout cas. Ouais. Ça a même été une déception pour ma mère quand j'ai repris, je pense. Elle s'est dit, mais ça va pas, t'as le choix d'une vie complètement différente, pourquoi tu reprends des vaches? Et alors, pourquoi tu reprends les vaches? Parce que je voulais pas les enlever de la ferme, sachant qu'elles étaient là depuis 5 générations. Et puis, je sais pas, il y a eu une envie de continuer ce qui avait été commencé aussi. Et de valoriser aussi les prairies naturelles qu'il y a ici, valoriser tout le milieu, tout le paysage qu'il y a là. L'élevage entretient clairement aussi le paysage qu'on a tout autour de nous. Donc je voyais pas vraiment pourquoi ne pas mettre de vaches. J'ai vite compris après pourquoi ne pas avoir de vaches, c'était bien aussi. Parce que c'est beaucoup de travail, vraiment. Et tout seul ou à deux, c'est très compliqué, je pense. Il faut vraiment multiplier les solutions de remplacement et être nombreux pour réussir à faire quelque chose, au moins en roulement, pour pouvoir avoir une vie minimum sociable, quoi. Sociale, ouais. Et justement, ces vaches, est-ce que tu utilises les mêmes races que tes parents utilisaient ou non? Ouais. Alors mes grands-parents avaient des Normandes. Donc, mes parents ont tout changé, par contre ils ont arrêté les Normandes pour avoir que des Prime Holstein. Et moi j'ai encore voulu tout changer en changeant les Holstein pour les Jerseyaises, qui sont super pour la transformation fromagère. Elles ont des particularités assez exceptionnelles en qualité de lait en tout cas. D'accord. Voilà. En quantité de matière grasse. En quantité de matière grasse, c'est exceptionnel, ouais. Puis c'est une vache qui est beaucoup plus facile à approcher aussi. Quand tu as une gabarite et une fille, voilà, je veux dire, le veau est tout petit, la vache est toute petite, il n'y a aucune crainte. Non mais c'est vrai, une grosse vache, ça peut faire peur. Moi je te confirme, j'ai peur. Une grosse vache, ça peut faire peur, ça peut tout de suite, tu as un peu plus de... Voilà. Ouais, c'était très simple, hein. Tu prends le veau, hop, c'est parti. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment un petit chien, c'est sympa. Et toi, t'as quoi comme race? Donc, pour faire l'historique, en fait, mes grands-parents avaient aussi des Normandes. En fait, c'était comme les parents ou les grands-parents à Lucie. Et du coup, ça doit être dans les années 70 à peu près. Du coup, ils sont passés en race Prime Holstein aussi. C'était la race, en fait, à l'époque, qui faisait beaucoup plus de lait que toutes les autres. Donc c'était plus rentable à ce moment-là, quoi. Et du coup, cette race-là a toujours été développée sur notre ferme jusqu'à notre installation. Donc moi, j'étais passionné par cette race-là aussi, donc j'ai continué avec cette race-là. Et par contre, au moment où je suis passé en bio, je me suis posé des questions de changer de race, juste pour faire un petit peu
pour faire un peu de diversité dans le troupeau. Et du coup, je m'étais posé la question d'intégrer justement des jersiaises, des brunes, puis d'autres races comme ça. Et Lucie est arrivée. J'ai pas franchi le pas, mais finalement, quand j'ai rencontré Lucie, on s'est dit, tiens, ça fait l'occasion en fait. De récupérer des jersiaises. C'est l'occasion de récupérer des jersiaises. Et du coup, là, au mois de cet hiver, en fait, il y a des jersiaises qui sont arrivées dans notre troupeau, quoi. Donc tu étais en Prime Holstein jusqu'à cet hiver. Jusqu'à cet hiver. Mais il y a encore beaucoup de Prime Holstein. Et on a intégré les jersiaises en plus, quoi. Ah oui, parce que du coup, question que j'ai pas posée, Lucie, tu m'as dit tu as 30 bêtes mais qui ont été du coup 30 vaches, ouais. déplacées chez toi. Là, l'exploite chez toi, elle fait quelle superficie? Et même question pour toi, Étienne. Ici, au Fresnes, ça fait 72 hectares. Donc 35 hectares de prairies naturelles au bord de Loire qui sont réservées vraiment à la fauche tout le temps et en conservation Natura 2000 avec des MAEC, c'est les mesures agro-environnementales et écologiques. Elles ont un fort intérêt écologique, c'est des prairies inondables et inondées l'hiver. Et elles ont beaucoup d'animaux en reproduction et de fleurs endémiques sur la partie Loire. Elles ont d'ailleurs été récompensées au Salon de l'Agriculture l'année dernière en prix bronze sur les mesures agro-environnementales en France. Okay. Et le reste, c'est plutôt des prairies temporaires ou réservées à la culture. C'est des terres qui sont très sableuses, sable sur un peu lit de gravier, voilà. Et on a une capacité d'irrigation sur justement ces 35 hectares aussi grâce au Loire et au barrage du Loire. Donc chez nous, il y a 145 hectares en fait. Sur les 145 hectares, il y a 130 hectares d'herbe. Ouais. Donc c'est des prairies temporaires et d'autres naturelles. Donc on a aussi des prairies en bordure de Loire comme Lucie, puisqu'en fait on est juste à côté du Loire, à 7 km de ce côté-là. Toutes ces prairies-là sont naturelles, donc elles servent à nourrir des génisses et des bœufs en fait. Des bœufs qui sont croisés entre la Holstein et la race charolaise. Ensuite, donc des prairies temporaires pour faire de la fauche, pour faire le foin qui va dans le séchoir. Et donc un tout petit peu de maïs pour compléter le foin. Parce que le foin, c'est un aliment qui est riche en protéines pour les vaches. Elles ont besoin d'un peu plus d'énergie, donc on fait un petit peu de maïs. Grain, ouais. Maïs grain, qu'on sèche nous-mêmes sur la ferme et on distribue aux vaches. Ça permet d'être en autonomie quasiment parfaite, quoi. Le but, c'est de ne pas acheter d'aliments à l'extérieur de la ferme et de tout produire avec nos terres, quoi, en fait. Alors justement, 140 hectares, tu disais ? 145 hectares, ouais. 145 hectares, combien de bêtes du coup ? Il y a 125 vaches laitières en moyenne avec les deux troupeaux finalement. Et puis après, il y a toutes les élèves, c'est-à-dire les jeunes, donc les génisses qui vont ensuite intégrer le troupeau laitier. Donc ça fait à peu près 300 animaux au total. Parce qu'on élève des bœufs aussi pour la viande simplement. Parce qu'une vache, il faut bien savoir qu'elle fait un veau à peu près tous les ans pour refaire des lactations. Et donc les petits veaux mâles, on a décidé de les conserver sur la ferme, de les garder pour les élever justement dans les prairies naturelles au bord du Loire. Et pour ne pas alimenter aussi les filières conventionnelles. Enfin, c'est vraiment la réflexion de garder une filière bio un peu raisonnée aussi, enfin, de garder les mâles qui sont arrivés sur l'exploitation et de les élever chez nous tout simplement. En fait, l'objectif c'est de boucler vraiment la boucle, de produire nos aliments sur nos terres et puis de valoriser chaque partie de l'élevage en fait. Et les mâles, ça en fait partie. Et alors, moi du coup là, il y a une question qui me vient, c'est que de ce que j'ai eu l'habitude de voir en visitant les exploitations, c'est que très souvent on dit que pour avoir de l'autonomie alimentaire toute l'année pour une vache, il faut 1 hectare. Et là, toi, tu me dis que tu arrives à avoir 300 bêtes, si tu comptes les génisses, les bœufs, les laitières, sur 140. Donc ça fait un demi-hectare par animal. Est-ce que c'est ton terroir qui te permet ça ou est-ce que tu achètes un petit peu de l'extérieur? Comment tu fais? Alors, chez nous, sur les 145 hectares, on a plus de 100 hectares qui sont irrigués parce qu'on est juste à côté du Loire. C'est des terrains très séchants, exactement comme chez Lucie, c'est du sable. Et du coup, comme on arrose ces 100 hectares-là, ça produit beaucoup plus d'herbe en fait. On implante des légumineuses, donc c'est de la luzerne et du trèfle qui poussent très très bien l'été parce qu'elles aiment bien la chaleur. Mais par contre, il leur faut aussi un petit peu d'eau. Et du coup, en faisant ça, ça nous permet de produire suffisamment de protéines dans l'herbe. Et du coup, on n'a pas besoin d'acheter de protéines à l'extérieur. La plupart des élevages ont besoin de tourteaux, soit de soja, soit de colza, pour complémenter souvent le maïs. Et nous, c'est plutôt l'inverse. En fait, on produit un fourrage riche en protéines qui nous évite d'acheter cette protéine-là à l'extérieur, qui vient de souvent assez loin, quoi. Ça nous permet d'être autonome en protéines et en énergie avec le maïs. Et on fait 1 million de litres de lait
tous les ans sans quasiment acheter d'aliments, quoi. C'est vraiment l'irrigation qui nous permet ça. Et elle est souvent décriée. L'irrigation, pour moi, elle a beaucoup de bénéfices économiques, écologiques et sociaux, en fait. Donc, Ouais. Un truc dont on parle peu aussi, c'est la mesure écologique de chaque ferme avec les diagnostics KP2R qui sont intéressants aussi. C'est des échelles, des diagnostics un peu faits sur des fermes qui permettent de mesurer l'efficacité écologique d'une ferme. Et on peut remarquer souvent qu'une vache qui produit peu n'est pas une vache écologique. Enfin, je dirais, elle est présente, elle émet du méthane, elle mange, mais elle produit pas de lait, moins de lait. Enfin, du coup, il faut vraiment penser aussi à l'efficacité de son alimentation, enfin, pour qu'elle soit productive en tout cas. moi, mon frère, même Lucie, on a tous décidé d'être en bio. Mais pour notre partie, à nous, on a décidé aussi de continuer à nourrir le monde. En fait, c'est notre vocation. Et quand on a fait notre passage de conventionnel à bio, notre objectif, c'était d'essayer de continuer à nourrir autant de personnes à l'hectare de SAU. Et justement, comme dit Lucie, dans le CAP 2ER, dans le bilan, en fait, il est calculé le nombre de personnes qu'on nourrit à l'hectare. Avant notre passage en bio, on était à 30 personnes nourries à l'hectare. Et je crois de mémoire qu'on est à 28 ou 29 maintenant qu'on est passé en bio. Et c'est vraiment grâce à l'irrigation qu'on a réussi à faire ça. Donc au passage, on a abaissé notre bilan carbone en fait. On était comme la moyenne nationale avant, c'est-à-dire c'est 1 kg d'équivalent CO2 par kilo de lait produit. Et aujourd'hui, on est passé en dessous de 0,70, donc 700 grammes d'équivalent CO2 par kilo de lait. Donc ça a baissé de 30% tout en continuant à nourrir autant de personnes à l'hectare. Et ça, pour moi, ça me paraissait important parce que je me disais que c'était bien de faire une agriculture plus écologique, mais si c'était pour nourrir 2 fois moins de monde, c'était pas vraiment la peine. Parce que si tout le monde fait ça, il y aura un problème dans peu de temps, quoi. Du coup, Étienne, toi, pourquoi t'es passé en bio? Et Lucie, est-ce que tes parents étaient déjà en bio? Mes parents sont passés en bio en fin d'activité et au moment de ma reprise en fait. C'était un peu la condition de ma reprise. Voilà. Et pour toi? Donc nous, on s'est installés il y a 10 ans, on a fait 5 premières années en conventionnel. Et du coup, avec mon frère, on voyait qu'il y avait beaucoup de contraintes sur l'agriculture conventionnelle, en gros. Hein, et du coup, on s'est dit, voilà, quitte à faire des choix, autant aller jusqu'au bout, passer en bio, et puis en fait, enlever beaucoup de contraintes qui sont autour de nous en conventionnel. On a fait le passage en bio, et puis par conviction aussi. Depuis que je suis à l'école, je cherche toujours des techniques pour réduire l'utilisation de produits chimiques et tout ça. Et puis je me suis dit, finalement, on passe en bio, comme ça, on n'en parle plus, et puis c'est terminé, quoi. Et puis l'élevage à l'herbe aussi, qui me paraît beaucoup plus cohérent. La vache qui va manger sa nourriture dans la prairie, c'est beaucoup mieux. Et puis la recherche d'autonomie, tout ça c'était des convictions écologiques. Et puis on s'est dit que c'était un choix plus durable économique pour la ferme, quoi. On s'est dit que ça avait un bon avenir. Et puis c'est le cas, on ne regrette pas du tout, ça se passe très bien comme ça. Il y a un truc qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est que tu dis qu'il y avait pas mal de contraintes en conventionnel. On a du mal à imaginer, est-ce que tu penses à quoi par exemple? Ça devait être en 2017, il y a eu par exemple comment ça s'appelle, la zone vulnérable, c'est ça? Qui est arrivée sur notre secteur. La zone vulnérable, en fait, ça impose de couvrir par exemple les sols tout l'hiver. Nous on s'est dit si on est en toute herbe, c'est-à-dire que les sols seront couverts tout l'hiver en fait, parce qu'à ce moment-là on faisait du maïs. Donc ça voulait dire faire le maïs en silage et le maïs grain. Et tout de suite après, se dépêcher d'implanter un couvert végétal pour le redétruire au printemps pour remettre du maïs ou autre chose, quoi. L'utilisation du tracteur, elle est énorme. Sur Voilà, ce genre de l'utilisation culture. du tracteur, même du temps de travail, ça nous paraissait énorme. Même économiquement, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de contraintes qui venaient s'ajouter un peu partout. Et puis quoi d'autre? Aussi, il y avait le départ en retraite de mes parents qui arrivait 3-4 ans après. Tout ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça qu'on a choisi le système avec de l'herbe au maximum. Et puis le bio en fait nous permettait de passer en toute herbe grâce au prix du lait qui est un petit peu plus élevé. Et puis ça nous permettait aussi de construire notre séchoir qui nous permet de valoriser au mieux en fait l'herbe. Parce que le séchoir nous permet de couper l'herbe toujours au bon stade de récolte pour avoir une qualité nutritionnelle exceptionnelle en fait, et de le sécher et de le conserver dans le séchoir, quoi. Bon, on a fait un gros tour, maintenant on va voir ça in situ. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait nous? Eh ben, vous allez mettre des surchaussures. Vous pouvez rentrer jusque-là avec vos chaussures. On se met des petits chaussons bleus, quoi. Alors. Là, ça va être mon moment préféré où je vais mettre une Charlotte aussi.
Ah ouais, Ah. c'est possible, hein. Il n'y a rien d'obligatoire parce qu'il n'y a rien en fabrication. Après, Ouais, moi j'adore mettre des charlottes. ah, je suis contente. Ça me va si bien. C'est très rare que qu'on aime mettre des charlottes. Bah si, regarde, Cathy, elle a une charlotte. Hein. Ah, toujours. Non, non, mais nous, on en met toujours, tous les jours. Après, les visiteurs, on met pas forcément. Tant qu'on n'est pas en fabrication et qu'on s'approche pas des produits, on les met pas forcément. Alors ça, c'est la charlotte. C'est toujours un moment magique. un moment beau gosse. Pas la casquette. Bah si, justement, c'est ça qui est drôle. Les chaussures de Jacouille la fripouille. C'est une taille unique, alors... Hop. On a le droit de démouler du fromage en même temps? En même temps qu'on parle? Ouais. Ben oui. Oh, génial. Oh, Même s'il génial. me manquait un quart d'heure de ma journée, en fait. Il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Les tomes sont fabriqués depuis lundi. Ouais. Mardi, elles ont été démoulées et mises... Enfin, elles ont été sous presse. Et là, elles sont en moule et elles attendent de passer au réessuyage. J'ai rien compris de tout ce que tu vas me dire, mais tu vas me montrer et m'expliquer en même temps. Ouais. Je sais même pas si je vous l'ai déjà dit, les amis, mais moi je mange pas de fromage en fait. Du coup là, elle me donne des termes, pour moi c'est du charabia. Hein. Le goût, ok, mais l'odeur, est-ce que ça va? Ah non, j'ai du mal avec l'odeur. Ok. Les gens le savent. Et là, l'odeur est tellement énorme que j'ai eu envie de vomir. Tiens, bah ça. Ah, dehors ça sent bon le caca, j'adore. J'ai dû sortir d'une fromagerie de chèvre, mais le lait de vache c'est mieux, non? Je sais pas, ouais, il y a peut-être moins d'odeur, ouais. Enfin, après, ça dépend de la fabrication aussi. Hein. On va voir. Voilà. Alors du coup, Comment ça se passe? ici, le matin, on arrive avec la voiture et avec le lait dehors. Zoup, on transporte le lait avec les tuyaux. On le met dans la cuve. Là, la voiture, en fait, c'est une voiture avec une cuve déjà dans la Avec voiture. une cuve, c'est une boule à lait, un peu système montagne quand on est en alpage, tout ça, tout ça. Ok, donc le lait, il arrive de chez Étienne dans ce tank. Exactement, ouais. Ça fait combien de litres ça? Ça fait 600 litres. 600 litres? Et Ouais. tous les jours? Ouais, bah non, on fait à peu près 2 à 3 fois par semaine. Ces 600 litres, on les fout là-dedans. On les met là-dedans. Là-dedans, pour l'instant, c'est en lavage. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Enfin, on n'est pas en jour de fabrication. Donc, quand ça arrive dans les tuyaux, hop, on met tout le lait dans la cuve. Après, on le fait cailler avec de la présure. On met des Mais ferments donc du coup, lactiques ça dedans. fait quoi? Parce que là, on a l'impression que ça touille. Ah, ça tourne, ça brasse, Et ça chauffe. sert à quoi? Et ça sert à faire du fromage. Alors, l'objectif du fromage, c'est de séparer le caillé du petit lait. En fait, la phase liquide de la phase solide. Et l'objectif, ça va être de vraiment récupérer tout le caillé pour le mettre en motte, en moule, quoi, pour faire le fromage formé. Tu vas trop vite pour moi. Ok, Je pense que je suis un gros débutant. d'accord, J'ai jamais vu comment on faisait du fromage. d'accord, Et je n'en mange pas. d'accord. Du coup, pour moi, là, il y a du lait qui arrive dans les tuyaux. Ok. Ça, j'ai bien compris. Le lait arrive. Le lait, il arrive là-dedans. Ça s'appelle comment? Une cuve fromagère. Ok. Voilà. Ça tourne. Ça tourne à l'intérieur, ça le mélange le lait. Alors pour l'homogénéiser, pour éviter que la crème retourne au-dessus et que le lait soit en dessous. Voilà. Donc ça continue de le faire tourner. Et à un moment, une fois que les ferments lactiques, donc les ferments lactiques, c'est des Donc ça veut dire bactéries. que tu rajoutes des choses. Ouais, c'est des bactéries lactiques en fait qui sont présentes naturellement dans le lait, mais qu'on sélectionne pour donner les goûts du fromage. Alors on les sélectionne par la température, par une sélection en général c'est fait en laboratoire parce que nous on évite un peu les pathogènes et de cultiver des choses qu'on ne connaît pas. Donc au moins c'est testé en laboratoire et on sait ce qu'on met dans le lait Donc tu brasses du lait avec et des des ferments ferments lactiques. lactiques, voilà. T'en as là pour nous montrer à quoi ça Ouais, ressemble? ça ressemble à un gros levain en fait, un gros fromage caillé. Et moi, bon alors ma chambre froide est pleine de bière. Vous montrez pas ça. Mais est-ce que je pourrais garder ce moment où tu le dis ou pas? Parce que c'est très Oui. drôle. Ok. Ça ressemble à un gros levain Je en vais fait, remettre ça. un gros fromage. Donc ça, c'est du ferment lactique. Ouais, exactement. Est-ce que je peux sentir ou pas? Ouais, vas-y. Il n'y a pas d'odeur, enfin ça a un léger. Ouais, ça sent le odeur fromage de blanc. yaourt, fromage blanc, voilà, ouais. En fait, c'est la base du fromage. Ok, mais ça, c'est des bactéries. Ouais, une culture de bactéries. En fait, c'est comme un levain en pain, c'est la même Ouais. chose. On fait un levain au lait Ok, pour le donc- fromage. Là-dedans, avec le lait, tu mets tes bactéries. Je mets mes bactéries. Ça touille, ça touille, ça touille. 45 minutes, 45 minutes, c'est précis. bien sûr. Une fois que c'est touillé 45 minutes, Une qu'est-ce fois qui que se passe? c'est touillé 45 minutes, on met la présure. La présure, c'est une enzyme naturelle. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, ça c'est un liquide, une enzyme qui est récupérée dans la caillette des veaux initialement. En fait, c'est le veau avale le lait, il le fait cailler dans son estomac et voilà. Donc cette présure, normalement, elle est issue du veau. Alors il y a encore des gens qui fabriquent leur propre présure à base de caillettes de veau et tout, tralala. Nous, on achète notre présure. Mais cette présure, elle vient quand même de quelqu'un qui l'a pris à passer par vous. Ouais. Attends, j'imagine que ça fait partie des déchets, entre guillemets, quand on tue un animal, ça fait partie des choses qui sont réutilisées. D'accord. Voilà.
Donc la présure, on la Et met rajouter là-dedans aussi? dans le lait, voilà, exactement. On le laisse cailler une quarantaine de minutes aussi. Donc là, on a un gros fromage dans la cuve ferme, un peu comme le ferment. En fait, il a à peu près cette texture-là. Il est plutôt gélifié, ouais, c'est ça. On décaille. Donc là, La présure, tu me la montres pas? Ou t'en as? Si tu veux. Si, ouais. Moi, je suis curieux, hein. Moi, tu me Allez. montres des trucs, je regarde. Hein. tu as obtenu par macération lente de caillettes de veau sélectionnées. Attends, je te la laisse dans la main. Comme ça, c'est plus facile de faire la mise au point. C'est bizarre, hein. Tu es un petit peu Instagrammeuse présure. Ouais, je vois ça. Je pourrais travailler pour Grandet, peut-être. Ok, c'est un bidon comme ça, normal. C'est des enzymes. Donc Ok. c'est vraiment pour dégrader la structure du lait et pour le figer. L'objectif, une fois qu'il est comme ça dans la cuve, qu'il est figé, on le décaille, donc on le découpe en petits morceaux avec des tranches caillées. Donc de petits morceaux qui sont pas plus gros qu'un grain de riz, quoi. Ça, Ah ouais. on le découpe vraiment, ouais. Une fois découpé, après on va lui faire subir plusieurs brassages. Donc là, tout ce que tu dis, ça continue de se passer là-dedans. Ouais, alors le matin, on arrive ici, Ketchy arrive à 6h30, elle commence le tour de lait, elle revient ici à 8h pour transférer le lait dans la cuve. Et à partir de 8h plus 45 minutes, à 9h30, on décaille et on commence la fabrication du fromage jusqu'à 14h, fin de fabrication en gros. Donc on lui fait subir effectivement les différents brassages, les temps de repos, les phases de fabrication, quoi. À la fin, une fois qu'on a le grain de caillé qui est devenu comme on voulait qu'il devienne, c'est-à-dire qu'il est tout juste... Alors chez nous on dit qu'il fait chouic chouic, tu vois, qu'il couine sous la dent. Voilà, Ok. une fois qu'il couine sous la dent, on arrive à le mouler. En fait, on le sort directement par la vanne. Tu vois cette vanne-là, là? Ouais, exactement. On le met dans une caisse, on entrepose nos moules ici. Tous les grains de caillé viennent dans ce moule-là. Et ensuite, on en remplit entre 15 et 20, quoi, avec 600 litres de lait. Ces moules, ils vont sous la presse, Donc la presse, qui est là-bas. c'est ce truc-là, Exactement. Et on leur met alors des petits chapeaux pour bien presser en fait les tomes à l'intérieur. Et ça nous donne un fromage, mais un fromage qui se tient déjà bien. J+2. Il aime. Hop. On a déjà le fromage prêt à passer au réessuyage et après à l'affinage. ok. D'accord. Donc le Ah, mais t'as rajouté des choses aussi là-dedans. Alors oui, là c'est une tome aux épices. C'est une tome à la graine de nigel. Donc ça, tu l'avais mis dans ton petit Non, brassard? on le met après, une fois... Une fois sorti là, ouais, juste avant de le mettre dans tes Avant de moules. le mettre dans les moules, ouais, exactement. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, vu que j'y connais rien, une fois de plus, hein, je vais poser des questions qui peuvent paraître un peu connes, mais vu que j'y connais rien, je les pose Vas-y. quand même. Tu dis que c'est une tome. Ouais, Tome, ça veut juste dire fromage de vache? ouais. Alors il y a tome avec un M et tome avec deux M, il me semble. Oh. Petite différence, c'est que la tome avec un M, il me semble, enfin alors d'après ce que j'ai lu en tout cas, tome avec un M, c'est la forme du fromage, le fromage en soi. Et tome 2ME, c'est tome de Savoie, c'est fromage de quelle nous, tome du Fresne, on l'écrit avec deux M. Voilà. D'accord. Mais en gros, c'est du fromage de vache. Du fromage de roux. vache. Exactement, ouais. Une tome. Ok, donc ça, non, là, on a une tome à la graine de nigel. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, tu fais combien de tomes différentes, toi? On fait 4 tomes aux épices différentes. Graines de nigel, piment d'Espelette, ail des ours et graines de moutarde. Et la tome nature. Ensuite, le samar, c'est une pâte molle, plutôt typée Saint-Nectaire. Et puis après, cette année, on a lancé la raclette du Fresne. Ah, ça, je mange, bizarrement. Donc ça, c'est un peu le succès. Ah ouais, c'est le succès. Et qu'est-ce qui change sur le fromage à raclette de la tome? La longueur d'affinage, on est à 6 mois d'affinage sur une raclette. En termes de fabrication, c'est relativement ressemblant. C'est juste le format qui va changer aussi. Le format, du coup, ça fait varier l'affinage, quoi. Du coup, ça a vraiment un goût aussi différent avec la pâte lavée, la croûte lavée. Alors, j'ai un petit projet de le laver au vin de Genière, donc c'est typiquement de chez nous. Ça permet de se démarquer et c'est très sympa à faire, je pense. Donc, l'affinage, c'est le moment de repos, quoi. Alors le moment de repos, oui et non, pour le fromage, mais pas forcément pour nous, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps à retourner, frotter, en prendre soin. On le fait 1 à 2 fois par semaine, ça dépend des périodes, mais ouais, 1 à 2 fois par semaine pour les décoller de la planche sur laquelle ils sont. Et puis les frotter, quoi, vraiment. Et les laver, du coup, pour les raclettes. Et on fait aussi un pâte cuite, qui est un fromage un peu type comté. C'est tout nouveau, c'est il y a quelques mois, là, début d'année. Enfin, du coup, je me suis dit, oh, je vais plus avoir de vache, donc je vais avoir le temps de faire plein de fromages. Donc, c'était un petit peu l'intérêt aussi de développer plus la fromagerie, enfin, de développer vraiment la partie qui me plaît aussi, quoi.
Et Katie a plein de petites idées aussi pour la suite. Elle a commencé à développer un camembert. Donc Katie, qu'on ne nous a pas présenté, mais vous voyez depuis qu'on est dans la fromagerie, qui travaille d'arrache-pied. N'est-ce pas Katie? Du coup, que je comprenne, Oui. le fromage à raclette, 6 mois d'affinage. Oui. Et ceci là, les tomes? Ceux-là, à partir de 2 mois et demi, c'est bon, enfin, c'est bien. Ça devient une tome légère mais apte à la vente. Après, elles peuvent vieillir aussi jusqu'à 6 mois. Mais le format qu'elles ont, elles font que 2,5 kg, leur permet pas forcément d'aller au-delà. Parce que ça peut sécher, la croûte s'altère. Enfin, et le fromage s'altère en lui-même. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à retrouver les goûts qui me plaisent au-delà de 5 à 6 mois d'affinage sur des formats comme ça. Ok, et donc du coup, toute cette partie affinage, elle se passe... Alors, dans notre cave qui est tombée en panne ce week-end, un beau dimanche après-midi. Ah. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Oui, ce week-end on a eu un petit souci de cave, donc ça c'est en soi. Du coup les fromages ont rejoint la cave qui était en construction. Ça c'est l'ancienne mais il n'y a plus rien dedans, hein, vu qu'elle est en panne. Ouais. C'est juste une bande de planches avec un mur en briques, quoi. Mais là ça remarche, il fait super frais dedans. Ouais, mais il fait quoi? Il fait 20 degrés. Enfin on a une impression de frais parce que dehors il fait très chaud. Ouais. Mais il fait 20 degrés là pour l'instant, donc c'est pas possible de mettre du fromage dedans. D'accord, ok. Il faut entre 13 et 15 degrés dans la cave avec un maximum d'hygrométrie. Hein. Au-delà de 90, c'est top. Voilà. Donc là, l'hygrométrie, c'est pas ce qui manque dans celle-ci. C'est vraiment la température, vu qu'il y a eu un petit couac avec le groupe froid ce week-end. D'accord. Et pourquoi il y a un mur en briques? Pourquoi il y a un mur en briques? Alors l'objectif, c'était de faire une cave semi-naturelle. Donc d'avoir quand même un lien avec une matière naturelle, avec un objectif de rétention d'eau aussi. Parce que les panneaux, c'est bien. Je veux dire, ça a vraiment une fonction stable aussi, les murs en panneau sandwich comme cela. Mais ça capte pas l'humidité et ça restitue pas l'humidité non plus. La brique, elle a tendance à la garder, la conserver. Et puis là, on est orienté sur un mur nord. Donc on n'a jamais de soleil qui tape sur la cave non plus. Et avec la brique, ça donnait quand même une assez bonne ambiance pour la cave. Et à quel moment le fromager, Oui. un fromager, une fromagère, Ouais. c'est celui qui vend du fromage, mais toi, tu es aussi fromagère? Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de différence dans le terme. Après, dans le métier, il y a quand même un peu de différence. Mais bon, enfin, là aussi, la problématique pour le boulanger et la boulangère qui travaille à la ferme avec son pain au levain, et le boulanger et la boulangère qui travaillent dans sa boutique avec des farines toutes faites. Donc, on l'appelle paysan boulanger pour démarquer. Je pense qu'on devrait aussi s'appeler éleveur fromager ou Bah oui. paysan fromager, peut-être. Bon, on n'a pas... Paysanne fromagère. Paysanne fromagère. Non mais oui, je pense que ouais, ce serait intéressant de creuser l'idée. Parce que certains fromagers de ville reçoivent le fromage déjà tout fait. Certains font l'effort de l'amener à maturité, de le changer, de lui donner des goûts différents, de le retravailler. Et d'autres l'achètent et le revendent. Et tout ça, on appelle ça fromagère. Il y a quelqu'un qui peut être juste affineur d'ailleurs. Ouais, il y a des gens qui peuvent être juste affineurs. Il y a des gens qui peuvent être affineurs fromagers, enfin vendeurs fromagers. Des gens qui peuvent être paysans, éleveurs, affineurs, sans vendre. Enfin, moi, j'ai travaillé en Saint-Nectaire pendant 1 an. Il y a des fermes sur lesquelles on fabrique du Saint-Nectaire et on ne le vend pas aux clients. On le vend à une coopérative qui vient récupérer en blanc. Donc comme ça, ils l'affinent dans leur cave et ils le revendent dans des circuits, quoi. Ok. Et pour ceux qui se posaient la question, oui, l'odeur est 1000 fois plus respirable avec du lait de vache. Ah Ah oui, par rapport au lait de brebis ou au lait de chèvre, oui, bah c'est forcément là c'est déodorant. presque agréable. Je vais chercher une autre grille pour continuer mon affaire. Ah ouais, si, moi ça va, je trouve que ça sent le fromage blanc, j'aime bien le fromage blanc. Ah, bon, bah t'aimes bien certains fromages quand même. Le fromage blanc, est-ce vraiment du fromage? Oui. Parce qu'on fait le même processus que ça là? Non, parce que le fromage blanc a aussi des bactéries lactiques, donc des ferments lactiques et de la présure. Ça veut dire Donc on fait la même chose que ça? Pas tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes temps de repos, les mêmes temps d'action. Le fromage blanc, en fait, on récupère le lait qui arrive, on le met dans des seaux et on le descend à 20 degrés. On le pose pendant 20 heures dans un coin et le lendemain, on le décaille. Là, tout se fait en 6 heures pour de la tome. Mais c'est aussi un fromage. Hein. Bactéries lactiques, enzymes, présure, et égale fromage, quoi. Par contre, le yaourt n'est pas un fromage. Enfin, le yaourt, c'est une fermentation uniquement bactérienne, sans enzymes, sans présure. Donc, t'as que des ferments lactiques qui permettent le gel, la fabrication du yaourt. T'as pas de notion de fromage dans le yaourt, en tout cas. C'est un laitage, en gros. Et alors c'est quoi la différence pour faire la notion fromagère? C'est le ferment lactique? L'enzyme, la présure. Ah oui, donc la présure tu le trouves que dans le fromage blanc et les fromages, et il n'y a pas de présure Dans les yaourts. dans les yaourts. Donc la présure c'est ce qu'on chope dans le veau. C'est ça.
Ok. C'est ça. Exactement. Donc là, l'étape d'après, là, une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on va le mettre au réessuyage. Le réessuyage, c'est la petite pièce dans laquelle on est passé avant la cave. Je vais aller chercher un peu de sel parce que j'en ai pas pour les dernières. Oui, c'est vrai, je trouvais que ça manquait de sel. Il n'y en avait pas assez. Tu rigoles? J'en mets 2 fois plus dessus au début. Et c'est juste un fromage qui est généralement pas assez salé parce que les gens me disent « Ah, mais il est pas assez salé votre fromage. » Alors moi, je le trouve complètement salé. Ouais. Bah, justement, j'essaie de... Mais tu ne vends qu'à des gens qui ont des problèmes de santé? Bah, ça pourrait être intéressant. Hein. Ah, tu le sales là? Ouais. Tu me disais que les vaches que tu avais, c'était des petites. Ouais. Là, c'est les Jersiaises. Là. Des toutes petites. Ça, c'est tout petit, ça? Bah, les petites Jersiaises grises marron sont quand même jeunes. Ah, mais ça, c'est pas des bébés, c'est des vraies vaches. Exactement. Alors, c'est Donc, des génisses attends. qui ont 2 ans. À Les peine. noirs, là, c'est des... Vaches Primostein en fin de lactation. Ah, ça, c'est les retraités. Voilà. Ah, donc tu mélanges les génisses et les retraités. Ouais. Du coup, les retraités, elles attendent pour passer en steak. C'est ça. Et elles viennent nous voir, tranquille. Bah oui, tu me diras, elles ont l'habitude. Elles ont l'habitude d'être vues et traits 2 fois par jour. Donc elles sont forcément très faciles d'accès et très faciles à approcher. Ok, donc ça, c'est les retraités. Ouais. Et à côté, là, les petites, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment petites à côté. Oui. Ça, c'est des bébés ou c'est des adultes? C'est des génisses qui ont moins de 2 ans. Elles ont 18 à 20 mois. Donc là, les 2 plus grandes. Et elles vont partir chez Étienne en fin d'année. Donc moi, je les garde jusqu'à 2 ans. Les objectifs, c'est de les faire tester, tester les maladies, savoir si elles sont aptes à faire du lait, et puis voilà. Donc moi, je les garde jusque-là. Et elles vont grossir plus que ça? Tu verras des adultes chez Étienne, mais elles sont pas beaucoup plus grosses que la première. Là. Que celle-ci? Ouais. La 2729. T'as de très bons yeux. Ah oui, mais c'est marrant parce que ces vaches-là, j'en ai jamais vu. C'est des Jersiennes, c'est ça? Jersiaises. On dirait vraiment des vaches de... Bah, on se croirait en Afrique un peu, quoi. Bah, elles sont très rustiques. Hein. Ah ouais? Elles viennent d'où? L'île de Jersey. Mais oui, elles Elles sont viennent. En curieuses, fait, elles sont du nord France, même sud de l'Angleterre. Enfin, elles sont dans cette zone-là, quoi. Ça, c'est une retraitée aussi. Tu vois, ça, c'est vraiment la taille adulte. Ah, ça, c'est la taille adulte, ok. En fait, il y a peu de différence entre la génisse qui va avoir 2 ans et la taille adulte. Oui, ça, c'est ok. Retraité, une génisse. Génisse. Et l'autre là-bas, c'est carrément une velle, là. Celle qui est. Ah oui, Qui la est petite cachée derrière là-bas. la grosse, ouais, maintenant. Ouais, elle a 1 an. Ah, elle a un an quand même. C'était la dernière née du troupeau que j'avais. Et la grosse, là? La grosse Qui est marron. elle, c'est une retraitée. Elle a plus de 5 ans, c'est sûr. 7, 8 peut-être. Mais c'est une quoi? Ah, ça, c'est une rouge Red Holstein. Ah, il y a Holstein, Ouais. Prim Holstein, Red Ouais. Holstein. Ouais. Et là-bas, derrière, Ouais. c'est une Montbéliarde, par contre. Ah oui, j'avais intégré aussi cette race-là dans le troupeau. L'objectif, c'était vraiment de faire du lait avec des vaches résistantes. Et j'avais travaillé pas mal avec les Montbéliardes en montagne. Enfin, c'est la vache typique de montagne avec des forts aplombs. Enfin voilà, c'est vraiment une vache mixte aussi avec une bonne carrure. Et j'avais commencé à travailler avec elles. Elles sont pas faciles. Pas facile dans quel En sens? termes de caractère. Elles sont pas douces, elles sont pas agréables, elles sont vraiment rudes et c'est pas facile de s'entendre avec les Montbéliardes. Là, c'est lesquelles les plus simples à jouer? Les Jersiaises. Ah ouais. Les Parce qu'elles Jersiaises. sont petites et dociles, quoi. Elles sont petites, dociles et super douces. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est les plus jolies. Complètement. Après, c'est mes goûts perso. Non, mais moi aussi. Hein. Ah ouais? C'est pour ça que j'encourage Étienne à en avoir davantage. Déjà parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont agréables, parce qu'elles font du bon lait. Mais on voit vraiment là, je sais pas si vous vous rendez compte à l'image de la différence de taille entre une Red Holstein comme ça et une Jersienne comme ça. C'est vraiment le jour et la nuit la Ouais. différence. Et en production laitière, ça produit. Il y a quoi comme différence? Beaucoup moins. Alors après, ça dépend de l'alimentation. Tout dépend de l'alimentation à chaque fois pour une vache. Il faut vraiment faire une comparaison, je pense, équitable en tout cas, avec vraiment l'alimentation en face. Et puis les taux de matière grasse aussi. Ils sont pas très comparables entre une Holstein et une Jersiaise, quoi. Et là, du coup? Là, du coup, sur l'alimentation, moi j'ai pu comparer qu'en monotraite. Donc moi à la fin, je faisais plus qu'une traite par jour. Hein. Donc j'avais 12 litres partout parce qu'elles étaient en même alimentation et même traite. Enfin, c'était vraiment très comparable. Chez Étienne, par contre, avec leur système, une Jersiaise produit moins qu'une Prime Holstein. Le mieux de toute façon, c'est qu'on aille directement chez Étienne à la traite et puis il va nous raconter tout ça. Donc là, on a rejoint Étienne sur son exploitation. Malheureusement, on est arrivé à ça de la traite. On l'a raté à ça. Et là, tout de suite, il me fait un petit quiz. J'arrive chez lui et il me tend ça. Je t'offre un bouquet. Tu m'offres un mot. Déjà, merci. Et maintenant, le but du jeu, c'est de reconnaître ce que c'est. Après, peut-être tout ça, quoi. Et alors, moi, je dis donc c'est un engrais vert.
La fleur peut-être. La fleur est Parle une pas violette La qui fleur est ressemble violette. beaucoup à ce qu'on mange quand on est petit, les pissenlits. Non. Vraiment. Non mais qu'on mange quand on Vraiment. était petit. Les le coucous, non Tu mangeais pas les petites Si, fleurs si. roses, c'est ça, où tu manges la fin avec le sucre là derrière là? Ah, c'est le chèvrefeuille, ça. Non, On non, va peut-être intervenir. Bah, il faudrait. c'est pas ça. Alors du coup, en fait, on va pas le dire tout de suite ce que c'est. Donc c'est une plante qui est très importante dans notre système en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'en sert beaucoup dans nos prairies. On l'intègre à peu près à hauteur de 50% dans les mélanges de plantes qu'on fait pousser. Donc c'est une plante qui a une racine pivotante, ça veut dire qu'elle va chercher très très loin dans le sol. Donc même en été, donc là il n'y a pas eu d'eau depuis très longtemps, elle arrive à trouver de l'eau très profond et pousser en fait, même en plein été, et elle résiste très bien à la chaleur. Et c'est vraiment une plante qui s'adapte au réchauffement climatique parce qu'elle arrive à produire du fourrage pour les vaches, même pendant les périodes où toutes les autres plantes sont en train de sécher. Donc elle a aussi une autre particularité très très intéressante, c'est que dans l'atmosphère, il y a combien? Il y a 20... Non, Il y a 70. beaucoup d'azote et elle arrive à capter de l'azote. Donc c'est une Beaucoup fabacée d'azote. déjà. C'est une fabacée, voilà. Elle arrive à capter l'azote qui est dans l'atmosphère, donc ça nous évite d'acheter des engrais, puisque comme on est en bio, de toute façon, on ne peut pas en acheter. Donc c'est elle qui récupère l'azote dans l'atmosphère et qui fabrique de la protéine. Et du coup, on en a besoin de la protéine pour nourrir les vaches. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à ne pas acheter d'aliments riches en azote, riches en protéines, puisqu'elle elle nous fournit toute la protéine. Alors moi je l'ai. C'est un trèfle. Alors le trèfle, il fait ça aussi. Parce qu'il y a des trèfles, parce que pour les gens, souvent le trèfle c'est ce qu'on voit au sol très petit, mais il y a des trèfles gros quoi. Alors le trèfle... Voilà, moi c'était à ça que je pensais, tu vois, ça ressemble un peu à cette fleur là en petit Ouais. en fait. Alors ça, c'est du trèfle blanc, puisqu'il Ouais. a une fleur blanche. On fait aussi du trèfle violet, donc les trèfles, on les utilise en complément de cette plante-là. On va dire que c'est les légumineuses qu'on utilise dans la ferme pour capter l'azote pour les vaches. Donc c'est une fabacée, mais ça ne ressemble pas du tout à la famille des fèves, févroles, tout ça. Bah, même si c'est la même famille, parce que ça reste des fabacées aussi. C'est pas du trèfle. Elle a une pérennité qui est assez longue. T'as dit que c'était de la luzerne? Moi j'ai rien dit. Non mais j'ai pris chez le faux pour avoir le vrai. J'ai gagné. J'ai gagné. Allez. C'est de la luzerne, voilà. Donc la Je luzerne, voulais comme ça, s'il Bien m'avait vu, dit que bien c'était vu. pas ça, il m'aurait dit bah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, ah non, t'as pas dit ça. malin. Bien joué, bien joué. C'est de la luzerne. Voilà, c'est de la luzerne. Ouais. Consommation humaine, luzerne, non. Alors je crois que ça peut se faire, Les fleurs se mangent. même le concentré de protéines de luzerne, je crois que ça se consomme, mais c'est pas un aliment, c'est plutôt un complément alimentaire, je crois, pour les D'accord. humains. Pour les vaches, par contre, c'est une plante qui est parfaite, enfin, qui est super bien, quoi. Le défaut, c'est qu'elle manque d'énergie, donc on rapporte du maïs en plus, du maïs grain aux vaches en plus pour compléter le manque d'énergie, quoi. Donc en fait ici c'est de la prairie cultivée. Voilà. Ici, c'est des prairies cultivées. Donc la luzerne, elle peut tenir 5-6 ans. Si on la 5-6 détruit ans pas. en place. Ouais, 5-6 ans en place. Avec Ah toutes ouais. les autres. Alors on met aussi du trèfle violet, du trèfle blanc, du dactyle, du régras, la fétuque des prés, de la fléole. On mélange tout ça. Et en fait, il y a certaines zones du champ où il va y avoir plus de luzerne, d'autres où il va y avoir plus de trèfle. Ça dépend un peu du type de sol. Et du coup, elles sont toutes là pour se compléter. Les légumineuses apportent de l'azote aux graminées. Ça permet de vivre en Symbiose. En Osmose. En symbiose. En osmose? Non, Ah, symbiose. symbiose. Symbiose, osmose, harmonie. Voilà. En harmonie. Tout plein de synonymes. Qu'est-ce qu'on parle bien la France ici. On essaye. Donc ils sont contents tous ensemble. Et est-ce que tu as déjà essayé le sorgho? Le sorgho, on n'a jamais fait. Non. On a fait nous. Vous avez fait? Ouais. Parce qu'on est passé chez un éleveur Alors, parce que tu parlais de plantes adaptées à la sécheresse et c'est vrai que lui, En il a- quantité, c'est génial. En pâturage, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'elles atteignent les 60 ou 40 cm de hauteur, il me semble, pour pas avoir de toxicité, puisque ça pousse avec une toxicité qu'elle inhibe par la suite de la croissance. En appétence, c'est pas mal aussi. Par contre, en valeur, je veux dire alimentaire, c'est assez moyen, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait pas vraiment de lait, quoi. là, tu parles en Du fourrage. sorgho, En ouais, fourrage. ouais. Nous, on utilise le maïs en grains. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question d'utiliser le sorgho en grains aussi pour économiser de l'eau. Mais on le sait, par rapport à tous les essais qui ont été faits partout, qu'on économise de l'eau, mais ça produit beaucoup moins. Du coup, il nous faut plus de surface pour avoir la même quantité. Donc finalement, pour obtenir 1 kg de sorgho, il faut à peu près la même quantité d'eau que pour obtenir 1 kg de maïs grain, quoi. Et en plus, comme on a une surface qui est finalement limitée, le maïs grain nous permet de produire suffisamment avec une petite surface. Très intéressant cette petite entrée en matière. Après, on va où? Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir dans le séchoir du coup. Parce qu'on a fait du foin en fait lundi, qu'on a mis là-dedans. Ah, tout cet énorme hangar là, c'est tout pour sécher le foin. Cet hangar-là, c'est un séchoir donc à foin. Il nous permet de ventiler le foin pour finir de le sécher. Mhm. Et ensuite, on stocke
tout le foin là-dedans pour nourrir les vaches pendant tout l'hiver. Il va y avoir un peu de bruit dans la salle des machines. Ok. En fait, c'est un gros ventilateur qui souffle de l'air sous le foin. Voilà l'intérieur du séchoir. Alors là, c'est impressionnant quand même. Parce que je t'avoue que oui, j'avais déjà eu un séchoir, mais pas de l'intérieur. Ah ouais, ok. Donc là, je t'impressionne, c'est bon. Là, tu m'impressionnes à mort. Là, c'est quand même waouh. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais là, les murs, là, ils sont à quelle hauteur, là, les murs là des deux côtés? Là, en fait, le haut des murs est à 5 mètres du sol. Dans les cases, là, comme il y a le caillebotis en dessous, le caillebotis est surélevé de 70 cm. Donc là, Le en fait, il y a ok. 6 mètres en dessous de nous. Ouais. Dans l'ordre des choses, donc quand on coupe de l'herbe, donc avec de la luzerne, donc quand on coupe des prairies, on le fait par exemple le lundi. Le jour même, on fane, c'est-à-dire qu'on remue le foin pour qu'il sèche un peu plus vite. On peut recommencer souvent le lendemain. Et le troisième jour, souvent, on endaine donc l'herbe qui est à moitié sèche, mais pas complètement sèche. C'est-à-dire qu'on fait des lignes de foin. Et on a une remorque autochargeuse donc qui ramasse cette herbe et qui se remplit en fait de foin. Et une fois que cette remorque est pleine, on ouvre donc pendant le chantier de récolte, on ouvre le portail qui est là-bas. On recule avec la remorque ici, donc on décharge. Et donc une fois que c'est déchargé, celui qui est sur l'autochargeuse, il retourne dans le champ, il retourne donc ramasser du foin. En même temps, il y a quelqu'un qui est sur la grue là-bas. Ouais. Donc ça, c'est une grue en fait qui est suspendue à un chemin de roulement qui traverse tout le bâtiment. Donc cette grue peut se déplacer partout et avec son bras qui fait 13 mètres de longueur, quand il est déployé, il peut venir ramasser en fait tout le foin qui est en bas. Ce foin-là, on le met dans les cases. Donc par exemple là, le foin qui est ici, on l'a mis dans la case en début de semaine. Et donc là, il est en train de sécher. Donc l'avantage de récolter de l'herbe à moitié sèche, c'est qu'elle garde toutes ses feuilles, comme la luzerne par exemple. Si on la sèche complètement au champ, elle va perdre toutes ses feuilles, donc c'est là où il y a la protéine. Le fait de la sécher que à moitié au champ, on va garder toutes les feuilles et donc toute la protéine. Et surtout plus de matière aussi. Plus de volume, mais surtout la qualité. C'est ça qui est très important. Et du coup, le foin va rester très vert quand on va le ramasser. Et on le met ici, en vrac. On entend derrière, il y a un ventilateur qui est tout en bas du séchoir. Ce ventilateur-là, il pousse de l'air sous le foin grâce à un système de caillebotis. L'air qui est réchauffé par le toit parce qu'elle rentre en fait aux deux pignons du bâtiment. Elle est réchauffée sous cette couche d'OSB. En dessous les tôles, en fait, ça crée une chaleur. Et donc cette air chaude là, elle traverse le foin et elle sèche le foin pendant plusieurs jours. Ça peut durer 2, 3, 4 jours, quoi. Tout dépend du volume qu'on a ramené à l'intérieur. Et donc une fois que le cycle de séchage est terminé, c'est du foin parfaitement sec et il peut se conserver ici dans le hangar autant de temps qu'on veut, jusqu'à ce qu'on le redistribue aux vaches pendant l'hiver quand on n'a pas d'herbe, parce que l'herbe pousse vraiment du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. En hiver, on n'a pas de pousse d'herbe, donc on se sert du stock qui est ici pour nourrir les vaches, quoi. D'accord. Ça, c'est du foin qui est sec, ça? Là, il est presque sec. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, de voir qu'on garde la qualité nutritionnelle et surtout la protéine dans l'herbe, on le voit très bien parce que pour ceux qui le savent, qui ont déjà fait de la permaculture ou quoi, on parle toujours des matières carbonées et des matières azotées. Le vert, c'est azoté et l'azote, c'est la protéine. Et là, le foin qu'on a derrière moi, il est vert. On recherche un foin le plus vert possible, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas le brûler par le soleil, donc il faut le ramasser rapidement et le finir le séchage ici, quoi. On peut aller voir après, Ouais. faut pas avoir peur parce qu'il faut passer par-dessus là. Waouh, je vais faire des acrobaties. Genre, je peux plonger dans le foin là? Faut pas aller là. Là, non, il vaut mieux pas. Tu peux plonger dedans, après moi je vais pas plonger dedans parce que ça pique. C'est vrai? Putain, c'est incroyable. Hop. Prends des risques pour vous. Il y a des marches là ou c'est. Non, c'est juste le foin. Là t'as une marche mais franchement c'est comme si on n'avait pas, quoi. Wow. Putain, donc là je suis dans une mer de foin quoi. C'est incroyable. Donc là il est quasiment sec, on le sent parce qu'il devient craquant en fait. C'est casse-gueule un peu. Trop bien. Non, mais viens là. Là tu vois bien le vert du foin là. Je vois très bien le vert du foin. Il a jamais été aussi vert ce foin. Donc Et là en même fait... ce qu'on va faire, c'est qu'on va même rajouter du vert en post-prod. Ah ouais. Actuellement là, il est vert fluo ton foin. Et là Ah oui. maintenant il est rouge. Oui. Et là maintenant il est violet. Maintenant il est à nouveau vert. Je sais pas Tu vas pourquoi faire mais... tout ce travail en post-prod. Hein.
Donc là, on voit bien que le foin est super vert. Il y a plein de petites feuilles. Donc les petites feuilles, forcément, c'est la qualité de l'herbe qui est là et la valeur en protéines et en énergie de l'herbe. Là, il est en train de finir de sécher parce qu'on entend qu'il commence à être Craquant. Ouais. Là, on entend bien. Là. Et du coup, enfin voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Bah que t'as un beau foin, quoi. J'ai un beau foin. Un beau foin bien vert, bien sec, quoi. J'ai un foin de très bonne qualité, bien vert et bien sec, grâce au séchoir. Donc c'est un gros investissement en fait qu'on a pu faire grâce au passage en bio, étant donné que le prix du lait est un tout petit peu plus élevé qu'en conventionnel. Je dis un tout petit peu parce que depuis une année, l'écart de prix entre le conventionnel et le bio c'est un petit peu réduit, parce qu'il y a un peu moins de demande en fait en produits laitiers bio, quoi. Et du coup, après, là-bas, là, la grosse pince, c'est un peu ton jouet comme dans les fêtes foraines, quoi. Mais seulement toi, tu t'amuses en plus Ouais, gros, quoi. C'est ça, ouais, on s'amuse avec ça, à ramasser le foin et puis à entasser là-dedans. Alors au début, oui, c'est un jouet. À la fin de la journée, t'as envie de descendre du jouet, quoi. Donc il y a une cabine fermée pour éviter la poussière, parce que quand on ramasse, c'est quand même très poussiéreux. Il y a la radio, mais qui marche pas toujours, et la clim aussi, qui marche pas toujours. Donc finalement, il y a à moitié du confort. Waouh, faut faire gaffe quand même, hein. À tout moment, Ça fait fin de la vidéo. Ah ouais. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans un Picsou version agriculteur, tu sais. Là, tu sais, les Picsou, il a sa piscine de pièces. Là, t'as vraiment tes 4 bassins olympiques de foin, toi. C'est ça. Putain, et j'ai envie de plonger, je peux plonger ou pas? Tu peux quand même te faire mal. Hein. C'est vrai? Ça serait dommage juste avant le spectacle. Je te jure, je Bah, peux pas tu faire une bombe? Tu peux y aller, mais les pieds, on va dire, ouais, les pieds... Si je fais une bombe, si je tombe sur le cul. Ouais, ça va le faire. Attends, mais sinon, je vais le peux faire pas. ici pour faire un premier En test. fait, il y a des zones molles et des zones dures, mais vraiment compactées. Et Ah du coup, ça peut te... Tu vois. J'ai eu de la chance, c'était mou. Oh, ça pique, c'est vrai que ça pique. Ah oui. Ah, ça pique. Ah, c'est pour ça que je le fais pas. Et ce qui est génial, les amis, c'est qu'en plus, je suis allergique aux graminées. Cadeau. Donc là, dans pas longtemps, ça va me gratter les yeux, je vais peut-être faire une crise d'asthme. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut dans le bus. Je viens vérifier en fait tous les jours le foin, savoir s'il est encore humide ou pas. Et dès qu'il est plus humide du tout au-dessus, ça veut dire que tout le reste en dessous c'est sec. Donc là, à ce moment-là, j'éteins le ventilateur. Bon, ça consomme quand même de l'électricité, donc le but c'est de l'éteindre le plus tôt possible, quoi, pour économiser de l'électricité. On récupère en fait la chaleur du soleil grâce au toit. En fait, c'est une double couche. Quand on a par exemple une journée où il y a 30 degrés dehors, on arrive à souffler de l'air dans le foin à 35 degrés. Donc c'est une air qui est beaucoup plus séchante et ça permet d'économiser de l'électricité puisque le foin sèche plus vite du coup. Et puis en plus, là où tu as de la chance, c'est que cette chaleur, elle arrive pile au moment où tu récoltes ton foin, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même bien fait. C'est quand même bien vu. C'est quand même bien fait. On regarde beaucoup la météo. On a une application, on regarde la météo avec des données assez précises pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut couper l'herbe. Pour que, en fait, entre le moment où l'herbe est coupée et le moment où c'est sec, il se passe le moins de temps possible. Plus c'est fait rapidement et plus tu gardes de valeur alimentaire dans l'herbe, enfin dans le foin. Ah, ça me gratte. Ça me gratte. Ah bah moi ça me gratte juste les chaussettes, alors j'imagine que... Ah, dans mon dos et tout, j'en ai partout dans les oreilles. La fromagerie, c'est moins dangereux quand même. Hein. Là, on est sorti du séchoir avant que je fasse une crise d'asthme. Et on va voir les grosses bestioles. D'ailleurs, autant on a vu les petites chez toi tout à l'heure, mais là, chez Étienne, j'ai l'impression qu'on a surtout de la Primolstein. Ouais. Nous, comme je disais tout à l'heure, on a plus d'une centaine de Primolstein. Ouais. Donc c'est des vaches laitières spécialisées vraiment pour le lait, qui ont été sélectionnées depuis pas mal d'années pour la production laitière. Et c'est un gabarit de vache qui est beaucoup plus gros que la jersiaise, donc qui mange plus du coup et qui fait plus de lait en fait. On voulait justement parler C'était la question de tout à l'heure. des ouais. quantités de production, parce que du coup, Lucie me disait que quoi qu'il arrive, quand c'est elle qui le faisait, elle prenait que 12 litres. Ouais. Et toi, tu arrives à comparer le nombre de litres à Là, chaque traite, là, entre les différentes races. En fait, les jersiaises, elles font environ 35% de lait en moins par rapport aux Holstein. En ce moment, par exemple, les Holstein font 22 litres de moyenne de lait par jour, tandis que les jersiaises, il faut faire le calcul, ça fait... aide-moi. Je sais pas, 19. Ça doit faire 7 en moins, 15 litres, ouais, ça a à peu près 15 litres de moyenne. Ok. Pour les jersiaises. Par contre, elles font du lait plus riche en matière grasse et en protéines. Donc après, si on le ramène en ce qu'on appelle du lait standard, le lait à 7%, c'est le lait en fait à 38 pour 1000 de matière grasse et 32 pour 1000 de protéines. Quand on ramène à ce taux-là, en fait, la jersiaise, elle fait environ 30% de matière utile. La matière utile, c'est la matière grasse et matière protéique Les qui est matières utilisable. fromageables. Fromageable, ouais. Ah, tout dans le lait n'est pas fromageable. Ah non, il y a 93.
enfin 90%. Ah, je sais plus. C'est 87% d'eau, non? Oui, c'est ça. Dans 1 litre de lait, tu as 87% d'eau. 2 sels minéraux, le calcium. Et la t'en fais méthode. quoi l'eau. de cette eau, toi? Alors moi, le petit lait qu'on appelle, il retourne dans l'épandage sur les cultures et l'épandage sur les prairies. Il est valorisé aussi par les cochons d'une personne qui travaille dans une ferme d'animation. Donc le but, ça va être peut-être de mettre en place un atelier de cochons à la ferme. Enfin, j'y réfléchis en tout cas, parce que ça me paraît être une valorisation quand même plutôt bonne. Et le petit lait, à part nourrir les cochons ou épandre, parce que du coup, donc voilà, vraiment, on peut épandre le petit lait comme un engrais en fait. Faut faire attention parce que c'est les concentrations de petits laits qui peuvent, enfin comme tout engrais en soi, comme tout amendement, comme tout. Enfin, faut toujours faire attention au dosage qu'on met parce qu'il est quand même très agressif sur les cultures. Parce qu'il est riche en quoi, du coup, ce petit lait? C'est de l'énergie et c'est de l'acidité surtout. Mais du coup, il est riche en quoi? Tu vois, c'est pas un engrais azoté, phosphaté. C'est pas azoté, c'est pas. Alors, T'as c'est quand même, l'acidité qui prend le dessus. T'as quand même des glucides en fait là-dedans. Oui. T'as un Ah peu oui, ça crée de la matière organique, quoi. Ouais, je pense que c'est très très léger. Ça parce que active c'est le quand même sol, quoi. Beaucoup d'eau. Ouais. C'est ça. Il y en a même qui l'utilisent en dosage pour activer les composts. Il faut quand même se dire un truc, c'est que les industriels, dans la production laitière, ils valorisent absolument tout. Ouais, ils perdent rien. Ils n'ont jamais de perte. Dans 1 litre de lait, ils valorisent vraiment tout. En petite fromagerie, c'est ça la difficulté, c'est de tout valoriser en fait. Et les industriels, ils ne perdent jamais rien. Du coup, ils sont quand même beaucoup plus compétitifs par rapport à une petite structure. Et du coup, c'est dur d'aligner des prix de fromage comme eux en fait. Le petit lait en général, soit on en refait. Enfin, en industrie, c'est soit des boissons énergisantes ou. Enfin, il y a beaucoup de. Des boissons énergisantes de Ouais. petit lait? Ouais. Même de la poudre La de poudre lactosérum. ouais, et il y a aussi même un retraitement en recuite. On fabrique de la brousse, on fabrique d'autres choses. Quoi. Ah ouais. C'est impossible de faire ça. Enfin, c'est impossible. Ça se fait, mais Ça prend... demande de l'énergie, de l'investissement et tout ça. Quoi. Et pour en revenir juste aux Jersiaises et aux Holstein, en fait, si on compare, la Jersiaise fait à peu près 30% de poids en moins, elle mange 30% en moins et elle produit à peu près 30% en moins. Au final, elle valorise aussi bien à peu près l'herbe que la Holstein, mais pas de la même façon. Quoi, en fait. Oui, mais est-ce que le lait qu'elle fait est plus utilisable? Il est plus concentré en fait. Donc il y aura un meilleur rendement, donc tu feras plus de fromage avec 1 litre de lait en fait, de Jersiaise. C'est pas innocent hein, le fait d'avoir remis les Jersiaises à Étienne. Mais par contre, en lait, toi tu prends qu'une partie, une petite partie de la production qui est faite ici. Donc toi tu revends tout en gros. Donc En litre. en fait, nous ici on produit 1 million de litres de lait. Ouais. Il y a 95%. 1 million de litres de lait par an. 1 million de litres de lait par an, ouais, c'est ça. Donc 95% de ce lait-là, il part dans une coopérative qui font tout un tas de produits. Et autrement, il y a 5% qui part chez Lucie. Tout est mélangé, le lait des Jersiaises et des Holstein est mélangé, donc Lucie elle récupère du lait de mélange. Quoi. Ah voilà, bah, c'était ça justement ma question. C'est-à-dire que... Ah, je trie pas. non, mais c'est une question toi qui te semble évidente, mais là moi ma question qui arrive, peut-être que j'imagine que pour les gens c'est pas forcément évident. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui achète une bouteille de lait Candia, il peut y avoir 3 races de vaches différentes dans sa bouteille de lait. Exactement. Donc ça veut dire que c'est pas un produit qui est standardisé du coup. Partout où on achète du lait, il y a toujours du lait de différentes races dans la bouteille, c'est sûr. Ça dépend ce qu'on entend par standardisation. Le lait, il passe toujours par la phase de standardisation à la laiterie, c'est la division des composants du lait. En général, ils divisent tout dans le lait et puis après, ils réassemblent en fonction des produits qu'ils veulent faire. Quoi. Là tu parles dans l'industrie. Ouais. Moi, je fais pas ça à la fromagerie. Je ne veux pas. Donc du coup toi ton fromage il est fait avec un mélange de toutes ces vaches quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais dans l'absolu, t'aimerais qu'il y ait que de la jersienne. J'aimerais, hein, mais bon, je crois que Étienne n'est pas convaincu. Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute, ok. Au niveau de la transformation, je suis convaincu que le lait de Jersiaise est plus intéressant parce que ça fait plus de rendement forcément, donc moins de matière à travailler. Mais économiquement, pour notre ferme tout entière, j'ai déjà fait en fait le calcul quand on était passé en bio. J'avais fait le calcul si on passait tout en Jersiaise. En fait, on a quand même une limite de nombre de vaches sur la ferme. On ne peut pas avoir plus de 125 vaches à la traite en moyenne sur l'année. Donc si on a 125 Jersiaises, on va baisser tellement le volume de lait produit à l'année qu'on va faire un chiffre d'affaires qui va être moins élevé. Et les taux en matière grasse et en matière protéique ne vont pas être suffisamment élevés pour relever le chiffre d'affaires en fait, en manque. Je sais pas si j'ai Parce bien que par les expliqué. laiteries, ils sont payés en fait, les taux.
Il y a une valorisation, une bonification en fait en laiterie. C'est ça, ouais. Mais ce ne serait pas suffisant pour compléter le manque de lait des vaches. Le prix du lait pour une Jersiaise, ça serait à peu près 600 € par 1000 litres. Le prix du lait pour une Holstein en bio, c'est à peu près 500. Mais comme on fait 30% de litres, de volume en moins avec la Jersiaise, ça compense pas en fait. Dans notre système, à nous, chez nous. Après, c'est ce qui est vrai ici et pas vrai ailleurs, quoi. Mais nous, comme on est limité par le nombre de places en vache, et aujourd'hui, économiquement, c'est pas rentable de faire tout en Jersiaise, quoi. Et aussi, la conversion d'un troupeau coûte cher. Parce que si on veut changer toutes les Holsteins par que des Jersiaises, c'est-à-dire qu'il faut vendre une Holstein et racheter une Jersiaise. Au passage, ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent à remettre entre les deux, quoi. Avec des soucis, des prises de risques sanitaires et tout ça, quoi. On parlait de la commercialisation un petit peu. Il y a un truc là, je pense que la question, les réponses vont être assez impressionnantes. Parce que vous êtes un GAEC, vous faites 1 million de litres de lait. Ouais. Quel est ton chiffre d'affaires? Et toi, avec le fromage, quel est ton chiffre d'affaires? Je pense qu'on est sur des fois 100 la différence. Oui, mon chiffre d'affaires, c'est en gros 50 à 60 000 € par an pour le fromage, avec 50 000 litres de lait transformé. Mais on n'a pas du tout les mêmes annuités, quoi. Bah oui. Moi, j'ai investi sur une fromagerie qui me coûte 80 000 €. Qui me coûte 80 000 € sur 7 ans. Donc Étienne, il n'a pas du tout la même... Ah bah c'est sûr, en plus on a 4. Il y a le séchoir. Nous, le chiffre d'affaires, ce qui ne veut pas dire grand-chose, comme dit Lucie, le chiffre d'affaires, il est à environ de 650 000 € par la vente de lait, par la vente de viande, en gros c'est ça. Et du coup, comme dit Lucie, on a beaucoup de charges parce que pour avoir un tel cheptel, il faut des bâtiments, il faut du matériel pour travailler les champs. Il y a 150 hectares à travailler. On a 2 salariés, puis on est 2 associés. Donc il y a plus de main-d'œuvre à payer. Donc ça fait énormément de charges. Grossièrement, tes annuités, c'est quoi? C'est environ 200 000 € juste de remboursement des bâtiments, du matériel et tout ça. Après, la charge de main-d'œuvre, je ne sais plus, mais elle doit être de 80 000 € environ. Ouais, même plus, 80 à 100 000 € peut-être, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est juste pour donner des exemples. Après, il y a l'électricité, le fuel. Ah, mais bien sûr, il y a toutes les charges. Non, mais moi, ce que je trouvais ça drôle, c'est juste de voir que vous travaillez ensemble, vous faites pas le même métier, mais vous êtes tous les deux paysans et paysannes, et de voir la différence de chiffre d'affaires en fonction de l'activité et qui se ressent même pas forcément au niveau de ce que vous versez. Ouais. Oui, finalement, ça ressemble. Finalement, ça se ressemble, ouais. Et vous arrivez à vivre avec? Alors moi, c'est un grand test cette année avec Katie en salarié, Ouais. à partir de septembre. L'objectif, ça va vraiment aussi d'augmenter potentiellement un peu les volumes de transformation, pas rester à 50 000, mais plutôt passer à 80 000 litres de lait et développer un marché. On va commencer le marché de Saumur à partir de samedi, donc après-demain. C'est un peu un stress aussi d'embaucher quelqu'un parce que on sait tous que c'est 25 000 € la main-d'œuvre par an, quoi. C'est un grand test. Ouais. C'est un grand test. Et du coup, toi, tu arrives à te... Moi, j'arrive à me sortir un salaire aujourd'hui, ouais. Pas mirobolant, je pense, mais suffisant pour vivre et suffisant pour subvenir à mes besoins, quoi, et aux besoins de ma fille. D'accord. Il n'y a pas de problème si tu veux pas me dire de chiffres. Ah, tu veux? Oui, d'accord. Non, mais si tu veux, moi, ça m'arrange, c'est pour se rendre compte. Je me verse chaque mois 1 000 €. 1 000 €. Et toi, du coup? Nous, pendant 10 ans, on s'est versé, moi et mon frère, 1 250 € tous les mois. Ouais. Et puis là, on vient d'augmenter un petit peu. Donc on est passé à 1 500 € chacun. Après, c'est assez fluctuant parce que, c'est pareil, on est aussi dans une période de modification de la ferme, tout ça. Donc, est-ce qu'on pourra toujours avoir 1 500 Je ne sais pas encore, en fait. Bien sûr. Et chaque année est différente. Mais justement, moi, c'est ça que je voulais montrer, en fait. C'est cette différence de chiffre d'affaires pour finalement un salaire qui est quasiment le même, quoi. Ouais. C'est assez fou, quoi. Après, on a une différence aujourd'hui, c'est nos heures de travail, je pense. Moi, je travaille honnêtement aujourd'hui entre 45 et 55 heures par semaine, je pense, approximativement. Et Étienne, moi, c'est plutôt... on est à 14 heures par jour. C'est plutôt 70 heures par semaine de moyenne, quoi. Ouais. 70 heures par semaine? Même plus. Je pense plus. Bah oui, ça dépend des pics d'activité. Oui, en ce moment, avec le foin, c'est plutôt 5h30 du mat, 23h, quoi. Ouais. Voilà. Oui, j'avais pas compté. C'est vrai que le salaire qu'on a, il n'est pas volé du tout par rapport à l'investissement en temps qu'on y fait, quoi. Bah, moi, je dirais même qu'il est volé dans l'autre sens. Il est volé dans l'autre sens, ouais, c'est ça. Tu n'es pas assez payé, cher ami, non, par rapport à tes heures de travail. Exactement. Ouais. Après, c'est... Mais t'as quand même l'air heureux. Ah ouais. Mais ça, c'est important de le dire et de le montrer. Vrai. Non, mais on est heureux quand même parce qu'on fait un métier qui nous plaît. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a toujours des choses qui tombent en panne. On a une pression un peu tous les jours parce qu'il y a des animaux à nourrir tous les jours. Donc, il faut assumer tout ça, quoi.
On est quand même heureux d'être au milieu de la nature, des vaches, et puis c'est quand même chouette. On essaye de faire notre métier le mieux possible pour répondre à l'attente des consommateurs en fait. Et puis aussi entretenir nos paysages le mieux possible et entretenir l'environnement. Là, ce qui compte aussi pour toi et pour nous, c'est de faire travailler du monde aussi sur nos territoires. Enfin, en vrai, le côté embauche et main-d'œuvre, formation des apprentis, des stagiaires, on y travaille quand même pas mal. On en a envie de ça aussi. Travailler avec les écoles, travailler avec les gens qui ont envie d'apprendre aussi. Ouais, on s'aperçoit qu'on peut donner du travail à plein de monde et nous, c'est notre envie sur la ferme ici et puis chez Lucie aussi, d'embaucher. Nous, on a déjà 2 salariés, on a envie d'embaucher une 3e personne quand on pourra, quoi. Et ça donne du travail et du coup, c'est des gens qui restent dans nos territoires et qui font vivre les petits commerces et qui habitent les maisons qui seraient abandonnées sinon, en fait, dans les campagnes. C'est important. Justement, en parlant de commerce, et toi tu nous disais en début de vidéo que ce qui t'importait aussi dans ce métier, c'était d'arriver à voir des gens en fait, de commercialiser. Oui. Toi tu vends comment? Aujourd'hui, je vends à la ferme le vendredi soir. Du coup, le marché de Saumur à partir de samedi. Le mardi soir, c'est la MAP du Lude, une association qu'on a mis en place il y a 5 ans quand on s'est installé. Le jeudi soir, c'est les marchés d'Ivry-le-Polin chez des collègues qui sont maraîchers et paysans boulangers, enfin paysannes boulangères. Et aussi, j'ai pas mal de livraisons avec les Biocoop, toutes les Biocoop du Mans. Et puis les épiceries. Ah ouais, tu vends de partout quoi. Alors tu multiplies les points de vente. C'est bien parce que du coup, on est connu partout. Mais c'est une obligation pour rentabiliser mes trajets aussi. Je veux dire, si je sors de la ferme, je sais que le trajet va me coûter tant pour aller à tel endroit. Donc autant que j'utilise aussi les autres magasins qu'il y a devant ou avant ou après, qui me perdent pas trop de temps et chez qui je peux livrer. Puis qui restent dans l'éthique que je veux aussi. J'ai pas très envie d'aller chez Leclerc non plus. Voilà. Ça reste. Pour dégager des volumes, l'objectif c'est pas ça quoi. Je préfère livrer plusieurs petits points de vente qui me plaisent qu'un gros qui ne m'intéresse pas vraiment quoi. J'ai rien contre Leclerc évidemment, mais c'est pas l'idée. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et là il y a une petite livraison de foin. Donc là c'est mon père et mon frère qui sont en train de ramener du foin qu'on a fait chez Lucie d'ailleurs. Les amis, il va falloir terminer cette vidéo. Ouais. Et déjà, merci d'avoir fait visiter vos exploitations. De rien. À l'une et à l'autre. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et moi, j'aime bien, en fin de vidéo, vous demander s'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on aborde dans cette vidéo et dont on n'a pas parlé. Bah si, on est amoureux. Ah, on est amoureux. Ouais. C'est ça. Ah, les gamins. Je peux y aller? Vas-y. Le réchauffement climatique, quand même, moi, m'inquiète, nous préoccupe, ouais. Parce que les vaches, c'est un animal qui, au-dessus de 30 degrés, est pas très bien, quoi. Donc, elles ont trop chaud. Donc, leur production baisse et puis elles savent pas vraiment où se mettre. Même à l'ombre, elles sont pas très bien. Donc, il va falloir réfléchir à peut-être mettre en place des systèmes pour qu'elles soient bien, pour améliorer leur confort. Là, on est le soir, donc elles sont très bien dans le champ. Il fait 20 degrés, je pense, elles sont bien. Mais en pleine canicule, quand il fait 35-40 degrés, il ne faut surtout pas les laisser au soleil. Donc, il y a des choses à réfléchir pour tout ça. Et puis même l'herbe, pour qu'elle reste verte, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud et trop sec, quoi. Chez nous, par exemple, on utilise l'irrigation justement pour conserver l'herbe bien verte et puis poussante. Il va falloir qu'on puisse continuer en fait à arroser. Sinon, il va falloir trouver d'autres méthodes et ça veut dire que les vaches, elles seront plus au champ à cette période-là si tout est sec, quoi. Elles seront dans le bâtiment et elles sont nettement moins bien dans le bâtiment, quoi, en fait. Donc toi, ici, il y avait un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde? C'est déjà fait, oui, que je suis amoureux, c'est déjà fait. Voilà. Non, mais j'ai si t'as pas un truc qui te vient, moi j'ai une dernière question du coup. La dernière question, c'est est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à donner pour des gens qui aimeraient se lancer dans cette aventure du métier d'agriculteur-agricultrice? Ouais, le premier conseil, c'est qu'il faut quand même beaucoup se promener dans les fermes pour se rendre compte du travail que c'est. C'est un travail qui est énorme. Tout pendant qu'on n'est pas installé, on ne s'en rend pas compte en fait. C'est beaucoup d'investissement personnel. Il faut vraiment en être conscient parce que c'est pas facile à vivre si on n'arrive pas à quantifier la quantité de travail que ça représente, quoi. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Ça peut être mieux dit. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est de passer du temps dans les fermes, je pense. Passer beaucoup de temps avec des éleveurs ou faire de l'expérience en tout cas, j'imagine. Et dans différents systèmes et milieux. Enfin,
connaître l'agriculture un peu globalement, j'imagine, ça peut être intéressant, sans aller vers un système qui nous plaît totalement, peut-être s'ouvrir les portes de différentes fermes, juste par curiosité, j'imagine. Ah oui, il me bouffait le short. Ouais. On s'est fait un bisou en montant dans la mer, t'as vu? Ça porte chance. Bah merci beaucoup les amis. Merci. De rien. Salut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux venir me voir en spectacle, comme tu le vois, je suis en tournée un peu partout. J'espère qu'il y a une date pas trop loin de chez toi. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche. Des bisous, à très vite. Ciao.